Comme de tradition, ce baromètre prospectif se compose de 3 parties. Toujours une petite revue de l'environnement, un zoom sur une chaîne d'activités ou de métiers, et puis quelques pistes de réflexion et d'action RH. Donc cette année, nous consacrerons le focus métier sur le management des réseaux de prestataires et la piste de réflexion sur la FEST, mais avant cela, quelques mots sur la revue de l'environnement. Alors, sur fond de crises multiples, cette édition 2022 a sélectionné trois événements emblématiques de la période: le retour de l'inflation, les prises de position des assureurs à la veille des échéances électorales, et puis les difficultés de recrutement de la profession. Alors, au sujet sur le premier point, le grand événement de la période, c'est naturellement le retour de l'inflation. On croyait qu'elle était derrière nous. On s'attend en 2022 à ce qu'elle atteigne près de 5 ou 6% en France et qu'elle soit encore plus forte en Europe et aux États-Unis. Alors, parmi les innombrables conséquences politiques, économiques, sociales qui intéressent tout particulièrement les assureurs, il en est un qui quand même a retenu plus particulièrement notre attention, c'est l'évolution des taux obligataires. Vous avez à l'écran l'évolution du taux d'emprunt de l'OAT à 10 ans, c'est en fait le taux auquel l'État emprunte à 10 ans, et la courbe parle d'elle-même. Il y a quelques mois encore, les taux d'emprunt étaient négatifs, et en l'espace de quelques mois, vous voyez ce mur qui monte à 2,5%. Lorsqu'on a quelques milliers de dettes derrière, ça peut donner à quelques-uns quelques frayeurs, enfin quelques-uns, c'est peut-être nous tous d'ailleurs. Il n'empêche que, dans certaines proportions, cette remontée des taux d'intérêt pour les assureurs pourrait, sous beaucoup de conditions, ne pas être forcément une mauvaise nouvelle. En effet, les assureurs placent leurs provisions techniques sur ce type de support. Ils sont sevrés de rendement depuis plusieurs années, et le retour à des taux positifs pour le long terme de l'assurance n'est pas forcément une mauvaise chose. Ceci étant dit, comme les choses ne sont jamais simples, il faudrait idéalement que cette remontée des taux ne soit pas trop rapide, ne soit pas trop ample, ni naturellement que ce ne soit pas derrière toute l'économie qui s'effondre dans son ensemble. Autant vous dire que la courbe est un poco, comme disent les Italiens, un poco ma non troppo. Sur le chemin de crête, la voie est étroite. Alors, au-delà de ce qui va se passer dans le court terme, c'est intéressant de considérer pour l'avenir et le long terme, non seulement les taux obligataires, mais également le rapport des taux obligataires et de l'inflation, puisque dans l'histoire, de l'écart entre ces deux taux a souvent dépendu la prospérité ou la récession de certains de nos marchés. Et la courbe suivante est assez intéressante. Elle montre l'évolution de ces deux taux. Ne regardez pas la courbe bleue, mais les courbes vertes et rouges sur plusieurs décennies. Vous voyez qu'à partir des années, sur la période grosso modo qui va de la fin des années 60 au milieu des années 80, la courbe de l'inflation en vert est supérieure à la courbe des obligataires en rouge. Et lorsque vous regardez le marché de l'assurance, dans cette période-là, je parle notamment de l'assurance vie. C'est une période où c'était des marchés très pauvres, très atones, où le marché était quasiment inexistant. Et puis s'ouvre une période dont on a vécu un peu la fin il y a quelque temps, où vous voyez un écart grandissant qui se creuse entre l'inflation qui décroche et puis ces taux obligataires, ces rendements de plus en plus importants, c'est-à-dire des ressources comme s'il en pleuvait sur les sociétés d'assurance, mais derrière les sociétés d'assurance, sur les assurés, et puis également sur les collaborateurs et commerciaux, notamment des sociétés d'assurance. Bref, toute une manne qui a permis à tout un marché de se décoller. On appelle ça le marché de l'assurance vie, dont les encours se chiffrent aujourd'hui en centaines de milliards, qui a assuré quand même la prospérité et une partie des emplois de notre profession. Et puis là, on est en train, les deux courbes, les atteignèrent, s'atteignir. Il y a une ère qui est en train de se boucler. Et la question qui va se poser maintenant pour les années à venir,
c'est de savoir comment ces deux courbes vont évoluer l'une l'autre, et notamment si effectivement, avec la crainte qu'on ne retrouve, je dirais, une configuration qui était celle des années 70, en tout cas, ce n'est pas tout de suite qu'on retrouvera celle des années 80 et suivantes. Donc sur ce chapitre-là, comme on dit, à suivre. Alors, toujours dans cette revue de l'environnement, naturellement, comme toujours, l'actualité est tellement abondante qu'on est obligé de faire un choix. On ne pouvait pas faire autrement cette année en période électorale que de signaler cette revue et la démarche entreprise par France Assureur de porter la voix de l'assurance sur quelques grands sujets qui intéressent la profession. Et dans cette série, on a vu effectivement le France Assureur publier toute une série de travaux sous la forme de livres blancs dans des sujets très divers, touchant à la transition sociale et environnementale, au défi de la protection sociale ou à la souveraineté économique, portant à la fois, soulignant la contribution des assureurs à ces enjeux collectifs, mais également la manière dont la profession entendait se positionner et contribuer au commun, comme on dit aujourd'hui, dans les années prochaines. Parmi cette série de livres blancs, il y en est un dont je suis sûr que Marianne Bins l'a lu attentivement, c'est Redessiner l'assurance santé. Peut-être qu'elle rebondira sur ce point-là tout à l'heure. Dans une lecture de prospective métier, la lecture de tous ces livres sont extrêmement intéressants parce qu'ils montrent bien comment la profession, ce par quoi la profession entend faire valoir sa valeur ajoutée. Et qui dit valeur ajoutée, dit quelque part des emplois, des métiers, des interventions, et donc un certain type de compétences. Donc en tout cas, moi je vous recommande la lecture de ces différents travaux. Dernier point de cette revue d'environnement, difficulté de recrutement, l'inquiétude gagne aussi l'assurance. Dans de nombreux secteurs, notamment à partir de la rentrée 2021, on a vu nombre de signalements de métiers en tension. Le déficit de main-d'œuvre devenait, par exemple, lorsqu'on ouvrait le journal, on pouvait lire le manque de personnel, la difficulté à pourvoir des postes dans des secteurs comme les personnels soignants et puis ce qu'on appelait les professions, à l'occasion de la crise du Covid, ce qu'on a appelé les professions de deuxième ligne, ouvriers du bâtiment, caissières, vigiles, personnel d'entretien. Donc si l'univers de toutes ces activités est relativement éloigné de l'assurance, ces difficultés n'épargnent pas non plus notre branche. Depuis la rentrée de 2021, les remontées terrain de nombreux DRH expriment une réelle inquiétude. On était habitué aux difficultés d'embauche dans l'actuariat, cela fait quelques décennies. Depuis quelques années, il était courant de parler des problèmes de recrutement dans le digital. Mais voilà que les signalements en question portaient sur des métiers qu'on ne s'attendait pas à trouver là, comme des métiers cœur, comme la vente, l'indemnisation, la relation client et les opérations d'assurance. Dans la quasi-totalité des régions, une étude de la DARES portant sur l'année 2020 situait les techniciens de l'assurance parmi les 20% de métiers, tous secteurs confondus, où les difficultés de recrutement sont les plus fortes. Sur le graphique que vous voyez à gauche, vous voyez, il y a une échelle de couleur du vert au rouge. Le fait qu'un métier un métier sur un territoire soit dans le rouge indique que le dit métier sur le dit territoire figure dans les 20% de tous les métiers, tous secteurs confondus, où les difficultés de recrutement sont les plus fortes. Voilà. Et l'étude, la photographie réalisée par la DARES, j'insiste bien, sur l'année 2020, on aura à la fin de cette année, en novembre, la même photographie sur l'année 2021, classer quand même les techniciens, j'insiste bien, techniciens de l'assurance dans le rouge sur quasiment toutes les régions de France. Cette situation-là se retrouvait
à un degré un peu amorti, mais quand même, pour la catégorie des cadres, puisque là, si le rouge était moins fréquent, l'essentiel du territoire était quand même à l'orange, donc dans le décile, dans le quintile immédiatement suivant. Alors, ces regroupements employés techniciens cadres de la DARES sont trop agrégés pour véritablement pouvoir servir nos usages, qui sont un peu plus opérationnels. Cette partition statutaire des 150 000 collaborateurs ignore la diversité fonctionnelle et technique des postes de la branche. Nombre d'interrogations restent aujourd'hui sans réponse. Quel est le degré des tensions pour chacun, cette fois, des 45 métiers de notre nomenclature? Quel est le degré comment les difficultés varient-elles selon les régions ou les types de recrutement en CDI, CDD ou alternance? Quelles sont les causes de ces difficultés et les leviers d'action pour la profession, s'il en existe? Voilà. Et donc, c'est au traitement et à l'investigation de l'ensemble de ces questions que l'Observatoire consacre en ce moment son étude thématique. Depuis février dernier, un groupe de travail de 13 entreprises représentant 75% des recrutements a entrepris de faire un état des lieux de recrutement très exhaustif, avec une revue de tous les segments qui sont à la croisée de 45 métiers, 14 régions et 3 grands types de recrutement qui sont le contrat de travail en CDI, en CDD, je dirais simple, et en alternance. Donc nous sommes actuellement sur ces travaux-là, et pour la présentation des résultats, nous vous donnons rendez-vous le 15 décembre, puisque c'est à ce moment-là qu'on présentera cet ensemble de résultats. Voilà. Après cette revue d'environnement, naturellement, dont vous trouverez le contenu plus détaillé dans le baromètre, quelques mots sur le management des réseaux de prestataires que va venir illustrer tout à l'heure la seconde table ronde. Donc les chaînes d'activité ne s'arrêtent pas aux frontières des sociétés, des intermédiaires ou des experts d'assurance. De multiples connexions les relient en dehors de ce cercle à d'autres entreprises. Les réparateurs automobiles, artisans du bâtiment, avocats, mais aussi l'assistance et les professions de santé participent aussi, et de plus en plus, à l'écosystème, ou plutôt devrait-on dire aux écosystèmes de l'assurance. Pour les assureurs, l'intervention des prestataires sur les chaînes d'indemnisation et de prestations est doublement stratégique. Le management des réseaux s'est longtemps organisé autour de la préoccupation quasi exclusive de maîtrise des facturations, donc du coût des sinistres, et in fine de la compétitivité tarifaire. À cette préoccupation est venue s'ajouter depuis quelques années une élévation très forte des exigences en matière de services. Plus l'assureur intègre des intervenants extérieurs pour faciliter la vie de l'assuré, plus la satisfaction de ce dernier devient en effet dépendante des réparateurs, artisans, etc., qui travaillent pour ces entreprises. Maîtrise des coûts et qualité du service des professionnels, telles sont désormais les deux exigences que le management des réseaux de prestataires doit faire tenir ensemble. Si elle est stratégique, dans le même temps, cette fonction de management des réseaux de prestataires, lorsqu'on regarde les sociétés d'assurance, c'est aussi une fonction qu'on a qualifiée ici de relativement discrète. Elle recouvre cette fonction de management de réseau. À quoi correspond-elle? En fait, elle recouvre un ensemble d'activités qui va consister à recruter, à animer, à structurer les échanges de flux de données, à piloter et veiller au respect des cahiers de charges, et puis plus largement à animer un réseau, je dirais, dans une certaine doctrine ou une certaine philosophie d'intervention, pour faire en sorte que même à défaut d'une règle, d'une circulaire et autres, on sache en l'esprit comment se connecter à un état d'esprit, une attitude, une philosophie. Mais de tout cela, je pense que nos intervenants, c'est des sujets sur lesquels nos intervenants ont beaucoup de choses à nous dire. Pour être décisif, donc, ces activités ne se laissent pourtant pas facilement identifier et voir à l'intérieur des sociétés d'assurance. Cela tient d'abord au fait que cette mission concerne à titre principal un nombre relativement limité de personnes.
On ne parle pas on ne parle pas de l'accomplissement des prestations, on parle du management de ces réseaux. Fort heureusement, le nombre des personnes mobilisées est bien moindre que l'ampleur des réseaux qu'ils sollicitent. Cette faible visibilité est aussi entretenue par la distribution de ces professionnels entre différents univers métiers au sein des sociétés d'assurance. Liés à des chaînes d'indemnisation ou de prestations différentes, ceux qui s'occupent de la réparation automobile, tout simplement, ne travaillent naturellement pas aux mêmes endroits, dans les mêmes cases de l'organigramme des sociétés d'assurance que les intervenants auprès des artisans du bâtiment ou encore sur les réseaux de soins, opticiens, médecins, kinésithérapeutes. Et pourtant, donc, s'il est impossible de parler de ces activités sans s'inscrire à chaque fois dans le contexte concret des réseaux pour lesquels ces professionnels travaillent, il est important d'aller y voir de plus près sur la manière dont les choses se passent. À chaque fois, pour bien montrer la spécificité de chaque type de management dans chaque métier avec une diversité de situations qui est extrêmement forte. Comme tout à l'heure, on va avoir une illustration dans notre table ronde, mais également pour bien montrer que derrière cette variété, il y a quand même en surplomb de tout ça quelques enjeux communs qui vont appeler certainement des réponses différentes, mais qui de toute façon vont, quels que soient les secteurs d'activité, ne peuvent être qu'au cœur de la réflexion stratégique des sociétés d'assurance. Voilà. Et donc sur tous ces points-là, lors de la deuxième table ronde, Marianne Binst et Sébastien Carité vont nous plonger dans des univers très différents du management des réseaux de professionnels de santé d'un côté, des réparateurs automobiles de l'autre, et on est certain d'avance que cette mise en regard va être passionnante. Alors, dernier point de ce baromètre 2022, au miroir de la FEST, la formation dans l'assurance. Voilà. Donc, comme il a été rappelé tout à l'heure, au terme de dispositions relativement récentes, alors relativement récentes, ça date quand même de l'année 2018, des dispositions permettent désormais la formation le financement de dispositifs de formation, enfin plus exactement la reconnaissance comme action de formation et le financement d'actions de formation en situation de travail sur le poste de travail. Aussi étrange que cela puisse paraître dans notre beau pays de France, il a fallu attendre 2018 pour que on puisse considérer que l'éloignement du poste de travail n'était plus une condition pour qu'une reconnaissance de l'action formative. Alors c'est un changement d'ampleur dans la définition de l'action de formation. Avec ces nouvelles dispositions, les OPCO pourront notamment désormais financer des actions formatives en situation de travail. Donc dans la table ronde qui va suivre immédiatement, nos intervenants vont nous dire davantage sur en quoi consiste la FEST et puis quel usage on peut en imaginer, et puis également ce que l'OPCO Atlas propose aux sociétés d'assurance dans ce domaine. Ceci étant dit, au-delà de cet aspect de financement d'une partie des actions de formation, il nous semble que l'intérêt de la FEST déborde largement la question des financements par l'OPCO, des formations des entreprises d'assurance. Si la FEST doit aussi nous intéresser, c'est aussi et probablement surtout parce que ses intentions, ses critères et ses méthodes rencontrent tout particulièrement les défis de la transformation digitale. Il sera intéressant, au vu de ces critères méthodes, de s'interroger sur les pratiques et les dispositifs de l'assurance, sachant que déjà bon nombre de formations, si elles ne sont pas estampillées officiellement à FEST, en tout cas ont des approches et des méthodes qui les en rapprochent. Dans tous les cas, et ça sera ma conclusion, on peut s'interroger sur l'usage que feront les entreprises
non pas de la FEST en tant que telle, ou plutôt aussi à côté de la FEST en tant qu'objet de financement, mais tout simplement l'usage que les entreprises la place qu'elles vont accorder à l'analyse du travail, à la dimension réflexive des dispositifs formation, autant de critères qui, on va le voir, vont définir, dans le croisement, va définir la FEST, mais je ne déflore pas le sujet qui va être abordé juste après. Et donc, comment les entreprises vont s'emparer ou quel usage vont-elles faire de ces critères et méthodes dans des formations qui, toutes, ne seront pas forcément estampillées à FEST, mais dont la mobilisation pourrait les aider à accompagner et apporter leur transformation digitale. Voilà pour le tour de piste du baromètre de cette année. Merci pour votre attention.